C'est ce que je pensais, c'est le deuxième ressort, à droite. Le lit, c'est un objet particulier dans l'intérieur qui est fort de plein de sens différents. C'est le lieu où on est, où on vit, où on dort, où on s'aime, où on rêve, où on paresse et où à la fin on meurt. C'est le symbole par excellence de l'intimité et c'est l'objet qui rassemble à la fois Eros et Thanatos, l'amour et la mort, la pulsion de vie et celle de la destruction. Le lit est représenté au moins depuis l'Antiquité, en étant associé à des scènes de la mythologie ou de la vie quotidienne, et même à des scènes érotiques. Pendant de nombreux siècles, il n'est cependant pas représenté pour lui-même, il fait toujours partie d'une scène plus générale. Et au XVIIIe siècle, à la grande époque des amours galantes, les rares représentations d'un lit seul sont des métaphores de l'érotisme. Il peut aussi être un reflet de l'état d'esprit de la personne avec qui il est représenté, comme dans cette œuvre du peintre américain John Singer Sargent, où il fait le portrait d'un autre artiste, Ambrogio Raffaele. En même temps, c'est l'occasion de montrer les conditions de création pas idéales dans un mini-studio improvisé dans une chambre d'hôtel, où le lit lui-même finit par être barbouillé de peinture. Et le lit devient un motif de représentation à part entière à partir de la première moitié du XIXe siècle. Eugène Delacroix, William Turner ou Adolphe Menzel par exemple lui consacrent des œuvres où il est représenté pour lui-même et devient le centre de tous les regards. Déjà, c'est un exercice artistique plutôt sympa que de dessiner des formes textiles en bazar et ça donne naissance à des œuvres que personnellement je trouve hyper poétiques. Et puis dans ces œuvres, le lit devient une allégorie de l'humanité, une représentation de l'intériorité humaine dans ses dimensions chaotiques et informes. En fait, en dessinant la trace laissée par le corps dans le lit, il réalise comme un négatif de ce corps. Le motif du lit défait, en désordre, raconte ainsi en creux le corps qui l'a habité, qui a écrasé les oreillers du poids de sa tête et qui a repoussé les draps pour s'en extirper. Chez Turner, Delacroix ou Menzel, les œuvres se concentrent donc sur la mémoire du corps qui n'est plus dans le lit, alors que chez d'autres, les personnes sont encore présentes, mais racontent quelque chose qui dépasse ce qui est représenté. Comme chez Schiele, où le lit est froissé par les amoureux qui l'occupent. Le lit, ce n'est cependant pas que des draps défaits qui gardent la trace des corps qui ont vécu. Quand il est fait, quand les draps sont tirés, c'est aussi un objet qui est tout en ligne et en géométrie et qui reflète l'ordre créé par l'humain. Et là, on pense notamment au lit au carré des militaires. C'est aussi une synthèse du foyer, de la maison et du privé, et ça peut aussi être un objet de pouvoir. Par exemple, au XVIIIe siècle, en France et en Angleterre, le lit, c'est l'objet le plus précieux d'un intérieur. Il y a donc toute une série d'oppositions qui est synthétisée dans l'objet lit, donc Eros et Thanatos, l'amour et la destruction, la représentation de soi et l'intimité, l'ordre et le chaos. Et on les retrouve toutes dans une œuvre que j'adore, Bed de Robert Rauschenberg. Cette œuvre, c'est un de mes premiers coups de cœur pour l'art contemporain quand j'étais étudiante. Elle nous fait un peu remonter dans le temps, dans le New York des années 50, au moment où l'hégémonie de l'art contemporain commence à basculer de Paris vers les États-Unis. Bed consiste donc en un lit, un vrai, sur lequel Rauschenberg est intervenu, notamment en peignant dessus, et qu'il présente à la verticale sur un mur, comme un tableau. La légende veut que Rauschenberg n'avait plus assez d'argent pour s'acheter une toile et qu'il a commencé à peindre sur son propre lit, mais en réalité, même s'il ne roulait pas sur l'or, c'est une œuvre qui est très pensée et réfléchie et il y a peu de chances que cette histoire soit vraie. Bed fait partie de ce que Rauschenberg appelle les combine paintings, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une peinture ni vraiment une sculpture, mais c'est un peu les deux à la fois. Les combine paintings sont nés de la volonté de l'artiste de dépasser les conventions établies du tableau et de la peinture en jouant avec les règles et en ajoutant des éléments en 3 dimensions. Il intègre souvent des objets qu'il trouve dans la rue, dans l'idée aussi de montrer que tout objet peut être artistique. Ça peut d'ailleurs vous rappeler le travail de Ed et Nancy Kennels, qui utilisaient énormément de matériaux de récupération et dont j'ai parlé dans une vidéo il y a quelques temps. Si on regarde Bed de plus près, on voit que toute la moitié inférieure est très bien ordonnée. Elle est recouverte d'un couvre-lit au motif géométrique qui est parfaitement bordé. Il dissimule le désordre qui s'en échappe sur la partie supérieure, où les draps sont défaits et recouverts de peinture. Cette moitié supérieure de l'œuvre s'inscrit complètement dans la tradition ouverte par Menzel et Delacroix de représenter des lits défaits pour raconter l'histoire qui vient de se passer, qui a eu lieu et qui a laissé sa trace sur cet objet.
Mais la trace chez Rauschenberg ne tient pas seulement au drap défait, il y a aussi de la peinture qui raconte d'autres types de traces bien plus corporelles, et des traces de liquide sur un lit, il n'y a pas de mystère, c'est clairement du sperme. Bed est donc une représentation très concrète des histoires amoureuses et sexuelles de l'artiste. C'est une des raisons pour lesquelles l'œuvre a fait scandale. Surtout qu'en 1955, au moment où il réalise Bed, Rauschenberg est dans une sorte de relation triangulaire avec Cy Twombly, avec qui il vient de faire le tour de l'Europe, et Jasper Johns, qui devient son unique compagnon à partir de l'année suivante. Toutes ces traces et ces coulures sont sédimentées sur le lit selon des registres qui racontent en fait toute une histoire de l'art américain. En fait, Bed c'est une sorte d'inside joke de la scène artistique américaine des années 50, et pour la comprendre, il faut un petit peu de contexte. À partir de 1947, plusieurs artistes américains changent leur manière de peindre et cherchent des nouvelles façons de s'exprimer qui n'ont pas été explorées avant eux. Et c'est un peu le principe de tout artiste dit d'avant-garde, c'est de vouloir créer une voix qui n'existait pas avant lui. Ces artistes, on les appelle les expressionnistes abstraits, et ce sont Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko ou encore Barnett Newman et quelques autres. Chacun conserve son individualité et son style propre, mais ils ont en commun de chercher quasiment en même temps de nouvelles façons d'exprimer leur inconscient à travers des œuvres qui sont très gestuelles. Et s'ils sont si importants, c'est que l'expressionnisme abstrait, c'est le premier mouvement artistique 100% made in USA, ils n'ont plus de lien avec les styles européens, ce qui est une des raisons pour lesquelles ils sont beaucoup mis en avant par les médias mainstream américains. Ils font la une des journaux, c'est vraiment les artistes qui ne doivent rien au vieux continent. Et ils deviennent les superstars d'une création propre aux États-Unis. Et ils sont d'autant plus aptes à représenter les États-Unis que cette première génération d'artistes est constituée d'hommes blancs hétéros, ou plus exactement que les artistes de l'expressionnisme abstrait qui sont valorisés sont des hommes blancs hétéros. Parce qu'en réalité, l'expressionnisme abstrait c'est aussi elle, notamment, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Rauschenberg, lui, vient après. Il appartient à la génération d'artistes suivante. La plupart des artistes que je viens de citer, donc les expressionnistes abstraits, ont été ses profs au Black Mountain College, une université artistique et expérimentale très importante aux États-Unis dans les années 40 et 50. D'ailleurs, parmi les élèves du Black Mountain College, il y avait notamment Robert De Niro père, et oui, qui était donc un camarade de classe de Robert Rauschenberg. Et Robert Rauschenberg a une approche à la fois fascinée et très critique envers cette génération précédente, celle des expressionnistes abstraits. Et dans une sorte de complexe d'Oedipe, Rauschenberg a cherché à s'affirmer face à eux en tuant le père, de façon assez littérale, avant de pouvoir exister lui-même en tant qu'artiste. Jusqu'à effacer à la gomme le dessin du plus célèbre d'entre eux, qui était aussi un de ses profs, Willem de Kooning. Mais quel lien avec Bed, me direz-vous ? Eh bien en fait cette œuvre elle s'inscrit complètement dans cette relation à la fois de fascination, d'admiration et de détestation pour les expressionnistes abstraits qui l'ont précédé. Tout en haut de l'œuvre, la première bande fait référence au crayonné de Cy Twombly, qui est alors l'amant de Rauschenberg et qui est le seul représentant de la nouvelle génération à figurer sur Bed. Juste en dessous, les couleurs franches, les traces de brosse et le jeu avec les plis des draps évoquent de Kooning, donc le peintre le plus célèbre des États-Unis dont Rauschenberg a effacé une œuvre. Les motifs de la couverture elle-même font penser au travail de Joseph Albers, qui était aussi son prof au Black Mountain College, et avec qui Rauschenberg avait des rapports très tendus, puisque Albers avait une pratique et un enseignement très posé et très rationnel, qui n'était pas vraiment du goût de Rauschenberg. Les couleurs qu'on retrouve partout sur l'œuvre font écho au dripping de Jackson Pollock. C'est une technique que l'artiste utilise depuis 5 ans à ce moment-là, et qui est en train de faire sa célébrité. Le principe du dripping, c'est qu'en fait Pollock projette la peinture sur la toile qui est au sol du bout de son pinceau, et ensuite il suspend la toile à la verticale sur le mur. Et Pollock, il fait une peinture de bonhomme, c'est avec lui que l'art devient une valeur américaine et plus une affaire de bonne femme. Et d'ailleurs, quand il pose dans Life Magazine, c'est avec ses Santiago et sa clope à la bouche. Il surjoue la virilité américaine façon cow-boy, et il participe beaucoup à la masculinisation de la peinture américaine. Alors forcément, quand Rauschenberg cite la technique de Pollock dans Bed, c'est aussi ironique, puisque le dripping de Pollock évoque l'éjaculation autant que les traces sur le lit de Rauschenberg, mais il y en a un chez qui c'est une expression de sa virilité, alors que pour Rauschenberg, c'est une évocation de son homosexualité. Bed, c'est donc une somme de références allusives à la scène artistique américaine de son temps, et c'est une œuvre qui est pleine d'ironie, déjà parce qu'elle prend tous ces artistes et elle les met dans le même lit, et ensuite parce que Rauschenberg copie des expressions artistiques qui sont censées être l'expression individuelle de chacun de ces artistes. En plus, l'expressionnisme abstrait se voulait être une peinture de l'inconscient, et Rauschenberg leur répond que en fait le vrai lieu de l'inconscient c'est le lit, pas la toile.
Et donc c'est une sorte d'œuvre rébut qui rend hommage et qui fait le bilan en même temps, et à partir de laquelle on peut passer à autre chose. Elle est aussi intéressante parce qu'elle ne fonctionne qu'à travers des allusions et des sous-entendus dans son évocation d'autres artistes, mais aussi dans les références de Rauschenberg à sa propre homosexualité. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les États-Unis d'avant Stonewall, donc en plein macartisme anticommuniste et aussi violemment homophobe. Être gay, ce n'est pas la panacée, y compris quand on évolue dans les cercles artistiques de New York, qui est alors la ville américaine qui accueille la plus grande communauté homosexuelle du pays. Et Rauschenberg rend peu public son homosexualité et ne s'y réfère que par sous-entendu. Dans les années qui suivent la réalisation de Bed, Rauschenberg va être au cœur d'un groupe d'artistes qui compte notamment Andy Warhol et qui va rompre avec la masculinité surjouée des expressionnistes abstraits, et c'est ce groupe qui va poser les jalons de ce qui va devenir le pop art. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire de Lee. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Laissez-moi aussi un commentaire si le cœur vous en dit pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.